le dernier état d'Erwin Bach après la mort de la reine du rock and roll, Tina Turner. Les détails des funérailles de Tina Turner ont été révélés après que la chanteuse iconique soit décédée le mercredi 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans. Malgré le fait qu'elle ait captivé plus de 100 000 personnes à chaque concert, gagné 12 Grammy Awards, était la couverture la plus âgée de Vogue et régnait sur une richesse et une célébrité sans pareille, la vie que Tina Turner vivait derrière les projecteurs était bien loin de ce que le monde imaginait. Après le décès de la chanteuse emblématique en mai 2023, son mari, Erwin Bach, a enfin brisé son silence, révélant des détails intimes sur la légende qui a laissé le monde totalement incrédule. Comment était-ce d'être Tina Turner? Accompagnez-nous dans cet épisode électrisant et déchirant, alors que nous approfondissons les révélations frappantes partagées par son mari. Les premières années de Tina Turner et ses luttes ont commencé dans la petite ville ensoleillée de Brownsville, Tennessee. Le 26 novembre 1939 naquit la petite Anna Mae Bullock. Sa famille était un mélange animé de caractères avec deux sœurs aînées, Evelyn Juanita Curry et Ruby Allen Bullock. Ruby deviendrait une compositrice talentueuse. L'enfance des sœurs Bullock fut pleine de rebondissements et de surprises. Lorsque la Seconde Guerre mondiale obligea ses parents à travailler dans des installations de défense à Knoxville, Tennessee, les trois sœurs se retrouvèrent séparées. Malgré la distance et les défis, elles retrouvèrent leurs parents après la guerre. Elles retournèrent à Knoxville. Mais après 2 ans, la famille revint dans les bras de Nutbush, s'installant dans la communauté soudée de Flag Grove. En 1950, alors qu'Anna Mae n'avait que 11 ans, son monde vacilla. Sa mère, Zelma, s'en alla sans prévenir, fuyant une relation abusive avec son mari, Floyd. Zelma chercha la liberté dans la ville animée de Saint-Louis, laissant derrière elle une jeune Anna Mae déconcertée. Floyd n'était pas du genre à rester seul. Il se remaria 2 ans plus tard et déménagea à Détroit avec sa nouvelle femme. Anna Mae et ses sœurs ont été envoyées vivre avec leur grand-mère maternelle à Brownsville. La jeune fille qui deviendrait plus tard la légendaire Tina Turner ressentit profondément l'aiguillon de l'abandon. Dans son autobiographie Tina, elle raconta qu'elle se sentait peu aimée et indésirable de la part de ses parents. Le départ de Zelma avait été prévu bien avant, mais elle était restée avec Floyd lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte d'Anna Mae. Un jour, le rythme tranquille de sa vie fut brusquement interrompu. Alors qu'elle se trouvait chez les Henderson, elle reçut une nouvelle dévastatrice. Sa demi-sœur Evelyn était morte dans un accident de voiture avec sa cousine Margaret. Par miracle, Bella survécut. Mais la mort d'Evelyn laissa un immense vide dans le cœur d'Anna Mae. Selon elle, elle avait eu l'impression de perdre une partie d'elle-même. Malgré cette tragédie, Anna Mae, encore bouleversée, se lança dans la vie scolaire au Carver High School de Brownsville. Elle rejoignit l'équipe des cheerleaders et joua dans l'équipe féminine de basket, uniquement pour échapper à la triste réalité à laquelle elle était confrontée. À 16 ans, une nouvelle peine la frappa lorsque sa chère grand-mère mourut. Le cœur brisé, Anna Mae finit par déménager à Saint-Louis pour vivre avec sa mère. Ce changement marqua un nouveau chapitre de sa vie. Elle obtint son diplôme du lycée Sumner en 1958 sans savoir ce que la vie lui réservait. Juste après le lycée, Anna Mae accepta un travail comme auxiliaire de santé à l'hôpital Barnes-Jewish, où elle s'occupait des patients avec la même dévotion qu'elle avait montrée dans tous ses efforts. Mais le destin avait réservé quelque chose d'extraordinaire à Anna Mae Bullock. Son chemin la conduirait bientôt dans le monde de la musique, où elle rencontrerait quelqu'un qui changerait sa vie à jamais, préparant le terrain pour sa transformation en la légendaire Tina Turner. Le chemin vers le succès commença 2 ans avant sa remise de diplôme. Elle se trouvait au Club Manhattan à East St. Louis, où elle vit pour la première fois Ike Turner jouer avec son groupe, les Kings of Rhythm. Bien que peu de femmes aient chanté avec son groupe, Anna Mae s'approcha d'Ike et lui demanda une chance de chanter. Ike, bien qu'impressionné, lui dit qu'il la rappellerait, mais il ne le fit jamais. Sans se démonter, Anna Mae saisit son moment.
Une nuit de 1956, pendant une pause, elle prit courageusement le microphone du batteur Eugene Washington et commença à chanter la ballade du roi du blues You Know I Love You. Sa voix riche et émotive emplit le club, attirant l'attention de tous. Turner, impressionné par son talent, lui demanda si elle connaissait d'autres chansons. Anna May chanta le reste de la soirée, sa voix tissant de la magie dans l'air. À partir de ce moment, elle devint la chanteuse principale des Kings of Rhythm. Pendant cette période, Ike lui enseigna les subtilités du contrôle vocal et de l'interprétation, perfectionnant son talent brut jusqu'à en faire quelque chose d'extraordinaire. Tandis que la jeune promesse travaillait assidûment à l'hôpital, elle ne cessa jamais de côté sa véritable passion. Elle chantait lors de ses soirées libres et elle et sa sœur fréquentaient régulièrement les clubs nocturnes, où elle se produisait sous le nom de « La Petite Anne ». En 1958, Anna May réalisa son premier enregistrement sur le single Box Top, où elle chanta comme vocaliste aux côtés d'Ike et du chanteur des Kings of Rhythm, Carlson Oliver. Ses premières performances et enregistrements ne furent que le début de la transformation d'Anna May Bullock en Tina Turner. En 1960, un moment décisif dans la vie d'Anna May Bullock se produisit. Ike Turner avait composé une chanson intitulée « A Fool in Love » pour le chanteur Art Lassiter. Anna May devait chanter en arrière-plan avec le groupe de Lassiter. Cependant, le jour de la session d'enregistrement au studio Technosonic, Lassiter ne se présenta pas. Le temps d'enregistrement avait déjà été payé et était sur le point d'être perdu. Profitant de l'opportunité, Anna May suggéra de prendre l'initiative. Ike, initialement réticent, accepta de la laisser enregistrer une maquette avec l'intention de remplacer sa voix par celle de Lassiter plus tard. Lorsqu'elle commença à chanter, sa voix puissante remplit le studio et l'émotion brute de sa prestation était indéniable. Le présentateur local, le DJ Dave Dixon, écouta la maquette et fut immédiatement captivé. Il convainquit Ike d'envoyer la bande à Murray, le président d'une importante maison de disques R&B. Lorsque Murray entendit la voix d'Anna May, il resta stupéfait. Tina avait un son « comme la terre qui crie ». C'était un son funky, commenta-t-il plus tard, impressionné par la tonalité unique de sa voix. Murray fut tellement séduit par la chanson qu'il acheta le morceau et versa à Ike un acompte de 25 000 $ pour les droits d'enregistrement et de publication. Reconnaissant le potentiel d'Anna May, il convainquit Ike de la faire devenir la star du show. Inspiré par des personnages forts et aventureux comme Sheena, la reine de la jungle, et Nyoka, la fille de la jungle, Ike décida de changer le nom d'Anna May pour quelque chose qui reflétait son esprit féroce. Il choisit le prénom Tina, qui rime avec Sheena, et ajouta son propre nom de famille, créant ainsi le nom artistique emblématique de Tina Turner. Pour protéger son investissement, Ike enregistra le nom de Tina Turner, s'assurant que si Anna le quittait un jour, il pourrait trouver une autre interprète pour prendre son rôle. Bien que ce ne fût qu'un business, c'était presque comme s'il ne valorisait pas réellement Anna pour ce qu'elle était. Pour lui, elle n'était qu'un outil pour un revenu constant. L'union de la tourmente. Lorsque A Fool in Love entra dans les classements pop, tout changea pour le duo dynamique d'Ike et Tina Turner. Leur musique puissante toucha le public et bientôt, eux et leur groupe furent très demandés. Les singles à succès coulèrent de leur partenariat créatif comme un fleuve d'or, consolidant leur statut de star montante. Au fur et à mesure que leur célébrité grandissait, les murmures et les rumeurs qu'il y avait plus que de la musique entre Ike et Tina se faisaient de plus en plus insistants. Ces rumeurs se révélèrent être vraies lorsque, en 1962, ils se rendirent à Tijuana, au Mexique, et se marièrent. Cependant, leur union était loin d'être un conte de fées. Des années plus tard, lors de leur tumultueux divorce, Ike ferait l'étonnante affirmation qu'il n'avait jamais été légalement marié en premier lieu. Leur relation, toujours sous le regard scrutateur du public, attirait toutes les attentions,
bonne comme mauvaise. En surface, les fans voyaient un couple glamour vivant le rêve, mais en coulisses, la vie de Tina était loin d'être idyllique. Dans ses mémoires, Tina Turner, Mon histoire d'amour, publiée en 2018, elle révéla la dure réalité de son mariage. À un moment donné, Ike se rendit compte que le talent de Tina était une mine d'or. Son attitude changea et Tina sentit que leur relation était condamnée. Le désir d'Ike de contrôler Tina économiquement et psychologiquement devint évident. Il la manipulait, s'assurant qu'elle se sente dépendante de lui et incapable de partir. Tragiquement, Tina avala son rôle, croyant qu'elle devait rester avec lui malgré l'obscurité grandissante de leur relation. Elle raconta un incident particulièrement horrible où Ike lui jeta du café chaud au visage, provoquant des brûlures au 3e degré. Son visage devint son sac de frappe, et souvent, pendant qu'elle chantait, elle pouvait goûter le sang qui coulait dans sa gorge. Les abus étaient implacables. Une fois, Ike lui cassa la mâchoire, et il semblait qu'il n'y avait jamais un moment sans qu'elle n'ait un œil au beurre noir. Sa vie était un enfer, et les mauvais traitements s'aggravèrent avec le temps. Une nuit, se souvint Tina, Ike prit un embauchoir en bois pour chaussures et l'utilisa pour l'attaquer. Elle pensait qu'il l'avait choisi plutôt que ses poings pour protéger ses doigts de guitariste. L'embauchoir visait toujours sa tête, avec une précision cruelle qui rendait les attaques encore plus terrifiantes. La misère de Tina ne fit qu'empirer lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Une vague de désespoir la submergea alors qu'elle tenait le test de grossesse positif entre ses mains tremblantes. Pourquoi cette misère? Elle n'avait nulle part où aller, piégée dans une vie qui l'avait déjà vidée de tout espoir. Elle ne pouvait concevoir l'idée d'amener un enfant dans son monde de douleur et d'incertitude. Échappée de la torture, Tina était arrivée à son point de rupture. Le bombardement constant des abus physiques d'Ike étouffait son esprit. Mais ce fut la révélation de son infidélité qui brisa son monde en morceaux irréparables. 3 femmes, toutes appelées Anne, partageaient sa maison avec lui. L'une d'elles avait même un enfant. Ce fut une trahison qui la marqua profondément, tranchant son orgueil de femme et d'épouse. Face au poids insupportable de sa réalité, Tina élabora un plan pour s'échapper, un plan qui lui garantirait la liberté du tourment. Elle se confia à son médecin, feignant des nuits d'insomnie, et on lui prescrivit des médicaments pour l'aider à trouver du réconfort dans l'étreinte du sommeil. Mais Tina avait d'autres intentions pour ses pilules. Avec l'intention de mettre fin à sa souffrance une bonne fois pour toutes, la veille d'un concert, sous les lumières de la scène qui l'appelait, Tina fit son geste. Juste avant d'entrer en scène, elle avala 50 somnifères. Dans son cœur, elle s'était réconciliée avec sa décision, choisissant la mort plutôt qu'une vie d'agonie perpétuelle. Mais le destin avait d'autres projets. Tina ne succomba pas à l'obscurité qu'elle cherchait. Au lieu de cela, elle fut emmenée d'urgence à l'hôpital, son corps devenu un champ de bataille entre la vie et la mort. Allongée dans les murs stériles de la chambre d'hôpital, les paroles insensibles d'Ike transpercèrent sa fragile détermination, son mépris pour son existence palpable dans chaque syllabe. Pendant des années, sa maison, si on pouvait l'appeler ainsi, était un lieu de peur constante, et chaque nuit elle se réveillait le cœur battant, se demandant quel nouveau tourment l'attendait. Les bleus sur son corps guérissaient, mais les cicatrices de son âme devenaient de plus en plus profondes chaque jour qui passait. Au milieu des années 70, Tina était arrivée à son point de rupture. La forte addiction à la cocaïne d'Ike avait ébranlé leur relation et les problèmes pour elle allaient de mal en pis. En 1976, au cœur du chaos, ils furent tête d'affiche au Waldorf Astoria de New York et obtinrent un contrat télévisé avec la chaîne CBS. Ike, toujours en train de manigancer son prochain mouvement, réussit à les faire quitter United Artists Records pour un contrat lucratif de 5 ans avec Cream Records qui promettait 1 million par an. La signature de l'accord était prévue pour le 5 juillet. Les Turner prirent un avion de Los Angeles à Dallas pour se produire au Statler Hilton en plein centre-ville.
Les tensions étaient vives, et en chemin vers l'hôtel, la discorde latente éclata dans une altercation physique. Tina était arrivée à ses limites. Avec seulement 36 centimes et une carte de téléphone, elle s'enfuit d'Ike et se réfugia dans le Ramada Inn, de l'autre côté de l'autoroute. Décidée à reprendre sa vie en main, Tina demanda le divorce le 27 juillet. La bataille juridique fut épuisante, mais le 29 mars 1978, elle était enfin libre. Au milieu de la confusion de son divorce, la défense d'Ike fut aussi surprenante qu'audacieuse. Il se présenta comme la victime, affirmant que la tristesse de Tina le poussait à réagir par des accès d'agitation émotionnelle. Selon lui, ces accès de violence n'étaient que des tentatives désespérées de gérer ses propres émotions débordantes. Une justification tordue pour les années d'abus que Tina avait endurées. Ce n'est que 9 longues années plus tard, lorsque Tina dénuda courageusement son âme dans un reportage déchirant pour un magazine en décembre 1981. Kike reconnut enfin sa culpabilité. Son aveu, un simple murmure dans les vents du temps, arriva trop tard, trop peu, servant de simple écho creux de remords pour la douleur qu'il avait infligée. Au fil des années, Ike se retira dans l'ombre de son propre héritage, ses démons le poursuivant. La fin arriva en 2007, à l'âge de 76 ans. Il quitta ce monde, laissant derrière lui un héritage entaché par les souillures de son passé. Mais pour Tina, la fin de son mariage ne marqua pas la conclusion de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Malgré les épreuves déchirantes de son premier mariage, Tina refusa que son passé définisse son avenir. En apparence, après avoir quitté Ike, Tina Turner semblait enfin vivre sa vie, et les choses semblaient aller parfaitement bien pour la superstar. Elle rencontra le producteur musical Erwin Bach en 1986, presque une décennie après avoir quitté l'enfer dans lequel elle vivait avec Ike. Ils n'étaient pas du tout proches en termes d'âge, avec une différence de 16 ans. Ils commencèrent par être simplement amis, mais la chimie entre eux grandit et ils se rendirent vite compte que leur amour n'était pas seulement de l'amour entre amis. Il y avait quelque chose de plus. Ce couple sortit pendant la fripe de 7 ans avant de se marier en 2013. Lors d'une interview avec Oprah Winfrey dans Oprah's Next Chapter en 2013, Tina, qui avait alors 73 ans, expliqua que lorsqu'elle rencontra Erwin, elle remarqua immédiatement qu'il avait un attrait particulier. Elle parla de son admiration pour ses grands yeux. Elle se souvenait avec affection. « Quand je suis montée dans la voiture avec Erwin, mon cœur s'est immédiatement accéléré. Mes paumes de main ont soudainement transpiré et j'ai pensé que c'était le coup de foudre. » Erwin Bach rompt enfin son silence. Erwin, l'homme toujours réservé et gentil, a enfin été sincère sur ce que cela a signifié être le mari de Tina Turner. Dans une interview, il se souvenait avec affection de leur rencontre. Tout a commencé lorsqu'on lui a assigné la tâche de l'accueillir à l'aéroport de Düsseldorf. Son manager lui avait demandé de la récupérer, et Erwin trouva l'expérience étonnamment agréable. Bien qu'il s'attendait à être nerveux en conduisant la célèbre chanteuse, il resta calme et se concentra sur son travail. Et, à sa grande surprise, il devint instantanément ami avec Tina. Leur relation passa d'une simple amitié à une connexion romantique après qu'Erwin visita Los Angeles. Il fit le premier pas, invitant Tina à sortir pendant un dîner avec des amis. Pendant ce dîner, quelqu'un demanda à Tina pourquoi elle n'avait pas amené de compagnon. Elle répondit que, en tant que Tina Turner, personne ne l'invitait à sortir. Erwin saisit l'occasion, déclarant audacieusement qu'il l'inviterait. Sans attendre la fin du dîner, ils se dirigèrent directement ensemble vers un club. Le lendemain, Tina surprit Erwin avec un flamboyant Mercedes G-Wagon noir. Cependant, bien que tout le monde puisse voir qu'ils étaient profondément amoureux, Erwin dit qu'il dut demander Tina en mariage 2 fois avant qu'elle n'accepte. La première proposition arriva après 4 ans de relation, lors de la célébration du 50e anniversaire de Tina. Erwin dit que, selon lui, une femme devait avoir un engagement de son partenaire à cet âge.
Tina finit par admettre à son compagnon qu'elle avait peur. Malgré ses propositions, elle doutait de sa sincérité. Au début, elle ne le croyait pas, mais elle ne voulait pas non plus mettre fin à la relation. Ses peurs provenaient de son mariage traumatique de 16 ans avec Ike. Heureusement, cependant, la chanteuse légendaire surmonta ses peurs et, en 2013, elle et Erwin échangèrent leurs vœux dans leur château en Suisse, entourés de leurs proches. Leur mariage compta 120 invités, incluant des personnalités notables comme Oprah, Bryan Adams et David Bowie. Selon Entertainment Tonight, Tina fit son entrée dans l'allée sur la chanson All for Love de Bryan Adams, consolidant ainsi sa décision de faire de la Suisse sa résidence permanente, sans intention de revenir vivre aux États-Unis, selon un rapport de l'ambassade. Malgré l'agitation de la cérémonie et les sourires radieux qui illuminaient l'événement, des ombres restaient tapies dans l'obscurité, invisibles aux yeux de tous, sauf à ceux de Tina elle-même. Le destin tragique de cette icône se jouait en silence. Pendant que se déroulait la célébration, Tina souffrait de graves problèmes de santé. Épuisée, elle combattait un cancer interne et une insuffisance rénale, entre autres affections. 4 ans plus tard, Erwin fit un geste qui stupéfia tout le monde. Même aujourd'hui, bien que le choc soit moindre qu'il y a quelques années, son acte demeure incroyable. Par amour et engagement, il lui offrit généreusement un de ses reins. Tina évoqua avec émotion cette offre inattendue d'Erwin en 2016. Il lui avait dit qu'il ne désirait aucune autre femme, aucune autre vie. Dans ses mémoires, elle confia que, bien qu'elle fût profondément touchée par cette proposition, elle ne l'accepta pas sans hésitation. Après plusieurs mois de réflexion, elle consentit enfin à la transplantation, qui eut lieu l'année suivante. Cependant, dans un billet de blog intitulé « Montre de l'amour à ton rein », publié en mars, Tina révéla que son corps eut des difficultés à accepter le rein transplanté, ce qui entraîna plusieurs hospitalisations. Néanmoins, leur relation et l'amour qu'ils partageaient se révélèrent plus solides que jamais, et Tina fut à nouveau soutenue par son mari. Dans son livre de 2020, « Le bonheur vient à toi », un guide pour changer ta vie à jamais. Elle exprima sa profonde gratitude pour le soutien inébranlable et la compréhension d'Erwin. Elle le loua pour l'avoir aimé de manière entière, sans réserve, et pour lui avoir permis de briller pleinement. En reconnaissant les épreuves qu'elle avait traversées dans son précédent mariage, elle admettait que son parcours difficile l'avait finalement menée à un endroit de grande joie et d'accomplissement aux côtés de son époux. Cependant, qu'y a-t-il de plus cruel que le destin? Leur histoire s'arrêta brutalement en 2023 avec la disparition de Tina Turner. La reine incontestée du rock'n'roll s'éteignit après une longue bataille contre la maladie, à l'âge de 83 ans, dans sa maison de Küsnacht, en Suisse. Sa disparition marqua la fin d'une ère, laissant un vide immense dans le monde de la musique. Tina reste et restera une source d'inspiration pour des générations entières. Lorsque la nouvelle de son décès fut annoncée, un flot de tribus afflua immédiatement de la part d'autres icônes de la musique, tels que Sir Mick Jagger, Elton John, Diana Ross, Bette Midler, le créateur de mode Giorgio Armani et bien d'autres encore. Sir Mick Jagger, par exemple, rendit hommage à Tina en la qualifiant de chanteuse et interprète d'un talent exceptionnel. Il souligna son caractère inspirant et l'impact de son esprit généreux qui résonnait chez ceux qui la côtoyaient, y compris lui-même, et qui avait joué un rôle déterminant dans sa propre carrière. Un héritage unique. La vie de Tina fut incontestablement marquée par sa résilience et sa détermination. Elle surmonta de nombreux défis, dont un cancer intestinal et un AVC débilitant. Son calvaire de maltraitance domestique, infligé par son ex-mari Ike Turner, fut retracé dans le film de 1993 avec Angela Bassett, une œuvre acclamée par la critique et récompensée par 3 Oscars.
La popularité de la carrière d'Ike Turner connut une chute au début des années 70, mais en 1983, celle de Tina connut une renaissance impressionnante avec sa reprise de Let's Stay Together d'Al Green, suivie de l'album révolutionnaire en 1984 qui la propulsa à nouveau sous les projecteurs. Cet album marqua un tournant décisif dans sa carrière, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde, consolidant ainsi son statut de superstar mondiale. Des fans du monde entier lui rendirent hommage en déposant des fleurs et en allumant des bougies devant sa maison en Suisse, ainsi qu'à Londres, devant le théâtre Aldwych, résidence du musical. Gloria Gaynor affirma que Turner avait ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le domaine de la musique, tant blanches que noires. Elle fut également saluée par Mariah Carey et Oprah Winfrey, qui la considérait comme une survivante ayant traversé des années d'abus domestiques. Michelle et Barack Obama la louèrent pour avoir su chanter sa vérité à travers ses joies et ses peines. L'organisation caritative Women's Aid lui rendit hommage en citant l'une de ses chansons « Elle sera toujours simplement la meilleure ». En 1991, elle fut intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre du duo avec Ike Turner. En 2005, Tina reçut les prestigieuses Kennedy Center Honors et le président George Bush salua son énergie naturelle, sa sensualité et qualifia ses jambes de les plus célèbres du monde du spectacle.